Bienvenue à vous, c'est une nouvelle soirée Stars and Stories au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Merci très chaleureusement à celui qui a accepté de passer la soirée non pas à la machine à café, mais au Purple Lounge en public. Yvan Le Bolloc, brestois de naissance, et il faut ajouter de Brest même. Yvan Le Bolloc a toutefois vécu enfant en Lorraine, à Bar-le-Duc. Son premier métier fut instit, mais il entra, comme il dit, par effraction dans le monde du spectacle. C'est la porte d'entrée, justement, dans la captation de cette soirée Stars and Stories. Yvan Le Bolloc nous raconte un séjour inoubliable aux Arcs. Ça commence quelques mois avant par une rencontre à 4 heures du mat, en boîte, et l'invitation à prendre un train pour le fameux séjour aux Arcs. Yvan Le Bolloc ignorait que ce séjour alpin orienterait sa vie. Nous sommes gare de Lyon, le train est à quai. Yvan Le Bolloc, inconnu à l'époque, ne connaît strictement personne et ne retrouve pas son fameux ami de 4 heures du matin. Et là, j'arrive sur le quai de la gare, à Gare de Lyon, et là, je vois le train du show business se remplir, mais vraiment sous mes yeux. C'est-à-dire, je vois arriver Gérard Jugnot, Patrick Poivre d'Arvor, encore. Gérard Holtz, Roger Zabel, Amanda Lear, Sheila, enfin, et là, je suis là, je dis, putain, c'est pas possible. Et je les vois tous monter dans le train, et donc, moi, je monte, tu vois. Et là, je les regarde tous et toutes dans le wagon, et je dis, mais à qui je vais parler? Enfin, je me dis, et là, je me dis, bon, alors, si je devais parler à quelqu'un, vers qui j'irais naturellement, tu vois, en les observant tous. Et là, je repère deux mecs de mon âge, qui étaient délire, qui souriaient, qui mettaient des claques, ils avaient l'air d'être à l'aise avec tout le monde, ils avaient vraiment l'air sympas. Et je me dis, bah tiens, ces deux mecs-là, eh ben, c'est à eux que je parlerais si l'occasion m'en était donnée. Bon, on fait le voyage, on arrive aux Arcs, on nous met dans des camionnettes, on arrive à Bourg-Saint-Maurice, on monte à la station à 1800, on nous distribue des clés de chambre et je monte dans ma piaule, j'ouvre et Amanda Lear. Non. Oh, t'imagines le petit cauchemar? Bonjour, Yvan. Non. Et là, je vois sur le lit, je vois une serviette éponge, une paire de baskets flambant neuves, une montre, de l'eau de toilette, une panoplie de stylos. Et là, j'appelle la réception et je dis oui, c'est Monsieur Le Bolloc. J'ai dû me tromper de chambre parce qu'il y a des trucs qui sont pas à moi là. Tu vois, et elle me dit mais si, c'est pour vous, c'est cadeau. Et là j'ai dit mais c'est délire le show business. Donc voulant profiter de la bonne nouvelle, j'ouvre la porte de la terrasse pour aller pour profiter de la vue, tu vois, parce que je suis quand même en Savoie, aux Arcs à 1800, tu vois. Et pour fêter ça, j'en profite pour me rouler un petit et là je suis là comme un baron sur la terrasse. Et là, j'entends ça sent bon. Et là, je tourne la tête à gauche. Et sur le balcon à gauche, il y avait Jean-Luc Delarue. Et donc, et il me dit avec plaisir. Et donc, là, on a pris contact, on a pris langue, comme on dit. Et après, il y a Olivier Doran qui sort sur le balcon, sur le même balcon, et on commence à discuter, etc. Et on a passé 3 jours à faire les cons, tu vois. Et moi, je les regardais faire leur métier parce que eux, ils avaient une émission sur Europe qui s'appelait Les Goûters, je crois, tous les jours. Et ils venaient non, on était en fin août et en septembre, ils allaient prendre l'émission. Et donc
on a passé 3 jours ensemble. Je les voyais interviewer, donc qui Gérard Jugnot, qui Gérard Rolls, qui machin, etc. Faire du rap dans la journée et le soir faire leur émission. Et au bout des 3 jours, à l'issue des 3 jours, Jean-Luc et Olivier me disent, écoute, on travaille en ce moment avec un mec qui s'appelle Yvan, mais qui est pas... Ça te dirait de venir à Europe 1, venir nous filer un coup de main? Et là, j'ai dit, mais délire, mais bien sûr, radio, mais Europe 1, bien sûr, directement. Et donc, 15 jours après, j'arrive rue François 1er. Et là, je rentre à Europe 1, quoi. La station de Coluche, la station de... C'était avant Bolloré, avant tout ça. Oui, oula, oui. Et voilà et au début, c'est eux qui me payaient. C'est-à-dire que Europe 1, mais personne me connaissait. Tu vois, j'avais à peine une carte de cantine. Et c'est Jean-Luc qui me filait 500 francs et Olivier qui me filait 500 francs et j'avais 1000 francs. Enfin, ou quelque chose comme ça, l'équivalent d'un petit SMIC au black. Et c'est comme ça que je suis rentré à la radio. Voilà. Alors, on va... Comme quoi, il faut toujours avoir une petite boulette sur le doigt. On peut le dire ici. Ouais. Hein, de toute façon, ça reste entre nous. Mais bien évidemment. Autre rencontre, Thierry Ardisson. Alors, comment as-tu rencontré Thierry Ardisson, qui sera une rencontre très importante pour toi aussi? Alors, Thierry, en fait... bon, là, je fais mes classes à Europe 1, je fais des micro-trottoirs, j'interviewe les artistes de temps en temps, quand Jean-Luc n'est pas là, ce qui m'amènera à interviewer les Gypsy Kings, parce que Jean-Luc n'était pas là et que moi, j'avais déjà l'habitude de porter des chemises de mauvais goût. J'ai vraiment appris le métier là-bas. Bon, j'avais fait quelques classes avant dans une petite radio FM. Il y avait eu avant. Ah oui. Oui, qui s'appelait Top Tonic, la radio sport et musique. Tu sais, c'était l'époque des radios libres, et donc j'étais dans un truc, mais tout bidon. Mais on peut encore remercier François Mitterrand. Là aussi, oui, encore une fois, ouais. Et voilà, ça me plaisait quand même cette histoire de radio. J'écoutais à l'époque un truc, qui s'appelait Carbone 14, c'était une radio libre. Bon, il fallait habiter la région parisienne pour connaître, mais dessus, sur cette radio-là, j'ai découvert celui que j'allais rencontrer bien des années plus tard, Jean-Yves Lambert, dit Jean-Yves Lafesse. Ouais, c'est lui. Tu vois, ouais. Et j'écoutais tous les dimanches soirs une émission qui s'appelait 40 millions de voleurs. Et c'était incroyable. C'est là-bas que j'ai appris, en écoutant cette radio-là, le soir, le dimanche soir, il donnait toutes les combines pour se faire réformer. Tu sais, arriver avec un caouet sur la tête, etc. Et c'est comme ça que je me suis réformé. Enfin, bref. Donc, Ardisson. Bon, au bout de 2-3 ans 2-3 ans à Europe 1, je voyais bien que, en fait, Jean-Luc et moi, on marchait un peu sur les mêmes brisées. Lui, il avait, mais à peu près 3 planètes d'avance sur moi. Mais comme physiquement, on était un peu pareil, c'est-à-dire un peu beau gosse. Et je me suis dit bon ben voilà, tant que je vais rester dans son giron, on va un peu se gêner. Il va pas vouloir que je lui fasse de l'ombre. Je vais pas. Voilà, j'étais bien trop modeste pour. Donc il faut que je m'affranchisse un peu de Jean-Luc. Et donc au bout de 2-3 ans, voilà, je m'arrange pour rencontrer Thierry Ardisson qui lance sa chaîne qui lance son émission de télé sur France 2, sur Antenne 2 à l'époque, et qui était une émission. Il voulait faire un résumé. En fait, il voulait faire toute une chaîne télé en une émission d'1 heure. Et quand moi je l'ai rencontré, il m'a dit, je vois, il me dit salut. Je fais salut, ça va? Ouais, ça. Il me dit j'ai tout donné, il me reste qu'un jeu. Tu vois, l'interview il l'avait donné, le reportage il l'avait donné, il me dit il me reste qu'un jeu. T'as une idée de jeu? Moi, je le regarde et je fais, bien sûr, Thierry. Et là, j'invente le jeu. En lui parlant, j'invente le jeu. Et il me dit, c'est quoi ton idée? Et je lui dis, écoute, on pourrait faire un truc sur la culture télévisuelle des téléspectateurs. Tu vois, par exemple, tu vois, on leur fait écouter le générique de
la séquence du téléspectateur, bon, pour les gens de ma génération. Catherine Langer. Et on leur ferait découvrir. Et il me dit, mais c'est génial. C'est génial, il me dit. Et là, pareil, comme Bruno Solo, il me dit, ça va s'appeler Magnétostop. Et c'est là qu'il faut savoir que quand tu parles avec un producteur de télé, il faut toujours lui laisser cette impression qu'il est co-inventeur de l'idée avec toi. Si tu lui donnes tout, lui, après, il a plus sa place et il dit non, ça marchera pas. Donc, il faut le laisser rentrer dans le game. Ouais. Et donc il me dit, ouais, c'est super, un truc sur la culture télévisuelle des jeunes, c'est vachement bien, ça va s'appeler Magnétoscope. Et tu sais quoi? Et là, il me dit, tu sais quoi? On prendra un arbitre, tu vois, parce qu'il y aura 2 équipes. Et je dis oui, bien entendu. On va prendre un garçon, une fille, tu vois, et puis ils vont concourir pour gagner un scooter, une batterie, j'en sais rien. Et il dit oui, puis on mettra un arbitre qui annoncera le score, et on prendra un imitateur noir qu'on mettra sur une chaise d'arbitre de tennis. On lui mettra une perruque de juge anglais sur la tête, la tenue d'un juge anglais, et il annoncera des scores en faisant des imitations. Et moi, je le regarde, je dis, mais c'est génial, Thierry. Et en moi, je me disais, mais elle est pourrie, son idée. Jamais je ferais ça. T'imagines un noir à côté de moi sur une chaise d'arbitre qui annonce les scores en faisant des imitations. Éric Blanc, c'était l'imitateur à l'époque. Et je lui dis, mais c'est génial, Thierry. Et il me dit, OK, on se retrouve dans 10 jours pour l'enregistrement de la première. You got a job. Et là, je suis sorti, j'ai fait, yeah. Et donc, je me pointe donc 10 jours après pour enregistrer la première. Télézèbre. Et là, je rencontre, donc je me dis, il faut absolument que je trouve mon arbitre dans le public, dans les figurants qui venaient, tu vois. Et le premier que je vois, qui était un peu en train de draguer lourdement une gonzesse, ouais, c'est Bruno. Voilà. Alors, je ne suis pas Thierry Ardisson, mais je vais dire quand même Magnéto, Ronnie. Alors, ce qui est incroyable, quand on voit cet extrait, on se dit, mais ils se connaissent, en fait. C'est déjà un duo et c'est une mise en scène. Eh ben, pas du tout. Non, pas du tout. On s'est rencontrés 10 minutes avant. Et quand je propose à Bruno de faire l'arbitre, il m'envoie chier, ce con. Il me dit, mais non, t'es dingue, t'as vu les cadeaux qu'il y a? Moi, je suis venu pour gagner la batterie. Et non, vraiment, ça m'intéresse pas. Et puis après, il y a Thierry Ardisson. Je dis à Thierry, j'ai repéré un mec, ça pourrait faire l'affaire, mais il est pas chaud. Et je pense que Thierry a été le voir. Je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, on s'est mis d'accord dans l'intervalle pour qu'il accepte ma proposition. Et si vous regardez bien les images, vous avez le blond qui est le candidat qui est assis sur la chaise, c'est Alain Bouzigues qu'on va retrouver 15 ans après, 10 ans après dans Caméra Café, qui joue le rôle du spécialiste en informatique. Ouais, et Bruno Solo était figurant professionnel, enfin il faisait ça à l'époque, enfin dans l'attente d'autres choses bien sûr. Voilà, Bruno il était apprenti comédien, c'est-à-dire qu'il galérait en fait, et donc pour aller chercher 2-3 sous, il faisait de la figuration dans les émissions de télé. Ouais. Voilà. Et il faut dire quand même que ce soir-là, c'est quand même, il le raconte, Bruno Solo, tu as décidé, il le dit, de partager le gâteau avec lui que tu venais de rencontrer. Tu l'as proposé finalement que l'aventure continue dès la première rencontre. Mais oui, ça c'est mon petit côté communiste. Ouais. Mais alors, c'est à moitié de l'humour parce que comment dirais-je, j'ai vu aussi de ma position d'observateur quand j'ai bossé avec Jean-Luc. J'ai vu l'intérêt quand il bossait donc avec Olivier. Le duo, ça a quelque chose de vraiment très très porteur, très euphorisant. Comment dirais-je, ça met du rythme dans la présentation, c'est chouette parce que t'as un pote, tu peux t'appuyer sur lui pour créer des conneries, etc. C'est mieux à deux, tu vois, il y a quelqu'un pour te renvoyer la balle. Et donc ça m'est resté longtemps.
Et c'est pour ça que je me suis dit que ça, voilà, avec Bruno, on pouvait être à l'origine de quelque chose de sympa. Et moi, je me méfie vraiment. Enfin, je suis pas, tu vois, moi j'aime bien avoir des troupes autour de moi. Voilà, tout seul, je me ferais chier, tu vois. Je pourrais faire des one man shows, tu vois, où je me retrouve tout seul sur scène, tu vois, et toute la gloire est pour moi, et je partirais juste avec mon régisseur, et je gagnerais 10 fois plus ma vie parce que je serais pas là en train de payer des musiciens autour de moi. Je prendrais tout pour ma gueule, et en plus je travaillerais 10 fois plus parce que les promoteurs de spectacles, ils aiment bien quand t'es tout seul, tu vois, parce que ça fait une chambre d'hôtel, parce que ça fait un steak frites après le repas. Mais quand tu viens avec tes 10, bah, ça fait 10 chambres d'hôtel, ça fait 10 billets de train et ça fait 10 steak frites. Mais voilà, moi je me sens mieux en groupe, en troupe. Voilà, j'ai un esprit de troupe. Et tu vas donc former un duo avec Solo. Ouais. C'est quand même drôle, Ouais. même si Bruno Solo, le choix c'est un pseudo Solo, Oui. mais c'est pas par rapport à l'idée du duo, etc. C'est par rapport à Han Solo, Harrison Ford dans Star Wars. Oui, on lui a, c'est Olivier de Rangeon qui lui a trouvé ce patronyme, ouais. Solo. Alors bon, on va avancer. Après, vos chemins vont se séparer un temps. Toi, tu vas faire de la radio, tu vas continuer avec Laurent Ruquier sur France Inter, Europe 1. On a tout essayé et on en arrive à Caméra Café. Donc, tu as déjà commencé à nous raconter l'aventure. Donc, tous les deux, Caméra Café, avec le troisième, vous êtes lancés dans ce projet incroyable. 570 épisodes de Caméra Café, sachant que tous les deux, vous n'êtes pas dans les 570 épisodes. Hein. Non, mais c'est plus que ça en fait. C'est plus encore. Oui, c'est 760. On en a viré 80 parce que 80 avait été tourné. Or, le dogme, alors le dogme, j'explique. Le dogme, c'était, c'est inspiré de Lars von Trier, qui est un réalisateur norvégien et danois. Merci. Danois qui où il y a très peu de coupes, c'est beaucoup caméra à l'épaule. Enfin, c'est pas d'éclairage, l'éclairage naturel souvent, etc. Et donc nous, le dogme, c'était plan unique. C'était une caméra de surveillance en contre-plongée qui filmait ces deux mecs-là. Mais quand on a proposé ça à la chaîne, quand on a dit voilà, il y aura une caméra à la chaîne, ils ont dit mais vous êtes dingue. Vous êtes dingue, ça marchera pas. C'est comme d'habitude. Mais ça marchera jamais. Et pourquoi? Mais parce que les gens, ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi, les gens? Mais d'où tu parles de ce que les gens, ils ont besoin? Qu'est-ce que tu connais des gens, toi? Tu vois? J'ai l'impression que c'était Emmanuel Macron qui nous donnait des leçons sur la façon de faire de la télé, tu vois. T'as toujours un mec ou une nana qui va dire, non, mais moi, je sais ce que les gens aiment. Mais non, tu sais pas. Mais non, tu sais pas parce que toi, ça fait déjà 2 ans que tu fais plus tes courses. Ça fait déjà 10 ans que t'as pas foutu les pieds dans un camping. Ça fait déjà 20 ans que tu sais pas à quoi ça ressemble un service d'urgence à 2 heures du matin. Parce que ces gens-là sont sortis de la réalité de ce que nous on vit au quotidien. Et donc ça c'est une de mes forces. Je pense que c'est une de mes forces, sans déconner. C'est que je n'oublie pas d'où je viens. Et je n'ai de cesse de revenir vers là. C'est-à-dire d'aller faire mes courses, c'est-à-dire d'aller faire la queue aux urgences, c'est-à-dire de rester près des gens avec qui je suis né, avec qui j'ai grandi et qui m'ont tant apporté. Donc, Et donc, pour revenir aux professionnels de la télé qui te disent non, ça marchera jamais. Parce que avant ça, on a eu aussi, parce que ce projet-là, on l'a porté pendant 7 piges. Pendant 7 ans, on allait voir les gens, les responsables de programmes, etc. On disait bonjour, on pourrait 2 minutes. Ou alors on a une super idée. C'est des mecs et des nanas qui se font filmer par une caméra qui est dans une machine à café. Et là, les gens nous disaient, tu sais, les gens derrière leur bureau avec leurs 12 téléphones, t'as une moquette qui est épaisse comme ça. Tu perds une pièce de 1 euro, jamais tu la retrouves. Et le mec, il te dit très sérieusement, mais enfin, vous n'êtes pas sérieux, mon jeune ami. Vous ne pensez tout de même pas que les gens qui sortent du travail vont avoir plaisir à se revoir au travail, arriver chez eux dans leur canapé. Ça ne marchera jamais, tu vois. Et ça, on nous l'a dit 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et puis à la fin, on a lâché l'affaire. On s'est dit, bah ouais, elle est pourrie notre idée, tu vois. Jusqu'au jour où
il y a un jeune mec qui arrive à M6, Yann Guazampi, à la fiction, et le mec, il arrive, il dit, bon, il faut qu'il marque un petit peu les esprits, tu vois, il faut qu'il impose sa marque, et là, je sais pas comment, il va fouiller dans les dossiers, la pile, tu vois, puis il dit, bon, ça, non, et puis il dit, ah, ça, il appelle le producteur, Jean-Yves Robin, à l'époque, Calt Production, qui va ensuite produire, bon, bref, Lionel Astier et plein de choses, qui avait et il appelle et il dit, c'est quoi ce truc là, Caméra Café là? Et donc l'autre il dit, bah écoute, c'est un projet pas cher, un format court. Il dit, combien ça coûte le pilote, donc le numéro 0? Et il dit, bon écoute, €, on peut s'en sortir pour. Et donc il dit, ok, allez, je mets des ronds sur la table, on fait le pilote. Mais on fait le pilote. Mais moi, je voulais que le pilote, il reste fidèle au concept, c'est-à-dire avec une seule caméra. Et là, encore, les gens de la chaîne disent, non, il faudrait mettre des caméras divergées, etc. Donc, on en a fait, au début, on a dit, ok, d'accord, on vous laisse, on va en faire avec les caméras divergées. On en a fait donc, les 50 premiers, on a dû, avec les caméras divergées. Et même avec les caméras divergées, ça marchait tellement bien qu'on a pu dire, et si on enlevait les caméras et qu'on se rapprochait du dogme et qu'on soit vraiment là, du coup, dans l'esprit Caméra Café. Et ils ont accepté parce que les audiences, elles ont tout de suite... C'est monté jusqu'à... Alors, moi, j'ai noté 6 millions plus. Enfin, ouais. C'était... aujourd'hui, c'est très aujourd'hui, 6 millions de téléspectateurs, on ne ferait plus. Alors, on ne sait pas, je sais pas, peut-être le sais-tu, si Lars von Trier a regardé Caméra Café. Je l'ignore. On ne sait pas. En tout cas, on va regarder, on va se remettre dans l'ambiance Caméra Café, on va regarder Caméra Café. On peut pas tout de suite? Non, la régie finale ne dit pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, donc, il faut meubler un peu avant. Donc, on va meubler un petit peu, mais on a de quoi meubler. Ce qui est aussi, alors, il y a plein de... Mais de toute façon, vous l'avez vu déjà, Caméra Café. Vous savez à quoi ça ressemble, hein. Bon, mais on en a quand même. Mais sinon, parlons des invités. Alors, il y a bien sûr les rôles les rôles principaux de Caméra Café. Mais est-ce que les invités, étaient-ce eux qui appelaient pour dire quand est-ce que Yvan et Bruno, quand est-ce que vous nous invitez dans Caméra Café? Est-ce que vous alliez les chercher? Est-ce que vous avez déjà essuyé un refus pour oui, sans doute. intégrer un épisode de Caméra Café? Parce que, en fait, on a toujours été très indépendants par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la grande mode des guests, les invités. Il faut que tu aies des guests, tu vois. La liste est longue, hein. Tu vois, voilà. Alors, c'est la chaîne qui aime bien, tu vois, les guests. Et nous, avec Bruno et les copains de Camcaf, on s'entend bien ensemble, on arrive bien à fonctionner en circuit fermé. Bon, mais puisqu'il fallait prendre des guests, on en a pris un paquet. Patrick Chenet, Laurent Lafitte, il a commencé, il a fait sa première apparition, et plein d'autres encore. Mais c'était un exercice extrêmement difficile, Caméra Café, parce que en fait, imagine, ça c'est la caméra, tu vois, et on joue pas comme au cinéma où on se regarde, où je vais chercher ton regard et on va mettre une caméra là derrière mon épaule qui va te filmer, et puis après on va faire le contre-champ, on va mettre une caméra là qui va me filmer moi. Non, on joue comme ça, sans se voir. Tu vois, dans la même direction, comme quand tu joues au théâtre ou comme t'es dans un one man show, vérifiage de braguette. Tu vois, tu joues comme ça et tu dois sentir. Donc c'est pour ça qu'on joue à l'odeur. J'avais interdit Bruno de se laver sous les bras. Comme ça, je savais quand il était dans mon dos. Et non, avec Bruno, on se connaît tellement bien. C'est pour ça qu'on a inventé cette expression qui est un peu abrupte, effectivement. On joue pas à l'instant, on joue à l'odeur. Tu vois, je sais quand c'est à lui et il sait quand c'est à moi. Tu vois, on trouve les mini-espaces pour pouvoir... D'ailleurs, c'est assez troublant parce que quand tu regardes l'émission de télé tout à l'heure, on voit qu'on n'est pas encore réglé, qu'on se découvre parce que souvent... on se marche dessus. Dans le métier, on dit on se marche dessus, c'est-à-dire que je parle sur toi. Je me le fais aussi. Bien sûr. Je parle sur toi et du coup c'est incompréhensible pour le public. Tu vois, la logique et l'élégance et la politesse veut que je ne parle que lorsque tu as terminé ta phrase. Sinon, si je parle quand tu parles, c'est le bordel. Et donc l'exercice de Caméra Café, de jouer Caméra Café, c'est dur parce que c'est comme au théâtre. Et donc, je dois, en fait, avoir une espèce de sixième sens qui fait que
toi tu parles, et je sais exactement quand tu vas avoir fini et quand je vais pouvoir glisser le « t'en veux », tu vois, sans te voir, sans aller chercher ton regard. Et donc ça en fait un exercice difficile, et en plus c'était des plans séquences, c'est-à-dire que ça fait, t'as le réalisateur qui est là-bas, enfin c'était nous, hein, donc ça fait action. Dis donc Hervé, tu sais pas ce qu'ils ont fait à Maxantia? Boum, là c'est toi, tac 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 tac, et on fait, ça ne s'arrête pas. Donc il faut que le texte tu l'aies super bien, tu vois. Et donc pour faire un cut, c'est-à-dire un bout de sketch, là c'était 3 cuts, un épilogue, c'est-à-dire un truc d'introduction qui était détaché du reste du sketch, et ensuite le sketch avec 3 actes: exposition, développement, résolution. D'accord? Et donc ça c'est vraiment un exercice difficile. Donc ils n'étaient pas toujours très chauds pour venir. Voilà. Mais alors répétition, rythme de tournage, c'était à quel un épisode en combien de temps? Tu veux que je m'enlève? Bon, on termine caméra seul debout. Et c'est quoi ta question? Le rythme de tournage, un épisode. Le rythme, c'était, on écrivait une semaine, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que au début, la chaîne nous dit ouais, on va prendre 3 minutes 30. Ok, donc 3 minutes 30, il y a Bruno pour écrire, Bruno, ma pomme, mon frérot, Fred Le Boloche, que j'embrasse, Alexandre Pell et Alain Capoff. On est 5, ok? Donc à 5, ça va. On nous dit, vous écrivez 3 minutes 30 chaque soir. Mais dès qu'ils ont vu les premiers épisodes arriver, ils ont dit non, c'est trop bien, on va doubler la commande. Et là, nous, pas pareil, parce que là il a fallu embaucher, il a fallu recruter. Je te jure, on est bien dans les fauteuils. Et il a fallu embaucher et donc aller chercher des auteurs en fait. Et du coup là on a rempli des salles de ciné, on faisait pas arrêter des annonces dans l'IB, on disait vous voulez écrire pour la télévision, venez nous rejoindre, venez tenter votre chance. Et d'entrée on a fort bien payé les auteurs, parce qu'on savait très bien que le nerf de la guerre, c'est là. Parce que des acteurs, des actrices, tu vas en trouver, il y en a à chier partout. En France, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, mais par contre, il y a très peu de gens, de scénaristes qui savent écrire. Et donc, il faut quand même se replonger on est en 2000, dans les années 2000, début des années 2000. Il n'y a pas encore, comment dirais-je, il y a que des télévisions avec des mecs, des pionniers de la bonne télévision, comme Alain Degrève qui travaillait à Canal+, qui était directeur des programmes, qui savent que on ne pourra pas faire autrement que d'embaucher et que de former des auteurs, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Aux États-Unis, t'as des équipes de 25, 30 auteurs. Et tu vois, et ça y va, ça D'ailleurs, y ils sont en grève, gratte, les scénaristes aux États-Unis. Et t'as un showrunner, enfin donc le responsable qui est là, qu'on appelle showrunner, et qui prend les textes, il dit ouais ça c'est bon, ça non, ça oui, ça si, ça pourra servir à tel acteur, ça ta. Et donc au début, nous on n'était que 5, donc on a ouvert les salles de ciné, on a recruté et on est monté jusqu'à 20-25 camarades de jeu qui ont écrit pour Caméra Café. Voilà. Alors, Caméra Café, ce qui est incroyable, c'est que l'idée a été exportée, enfin les droits vendus dans plein de pays. Ouais. C'est planétaire, Caméra Café, aussi bien en Algérie, aux Philippines, en Turquie, en Espagne, plein d'autres, pas aux États-Unis, mais vraiment, il y a eu avec les comédiens locaux, donc il y a des versions de Caméra Café dans le monde entier. Ça, c'est fou. Ouais. Alors après, écoute, je lance tout parce que c'est vrai que tu t'en passes vite. Je lance tout. On termine la page, on fermera la page Caméra Café. Il y a eu les films cinéma également, donc Espace détente, etc. 2 films cinéma. Jusqu'à, il y a eu aussi un Caméra Café 2, c'est ça, enfin qui a pas très bien marché avec Arnaud Ducret, avec d'autres acteurs. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis il y a Caméra Café 20 ans déjà. Ouais. Alors, essayons de boucler la boucle 20 ans de Caméra Café en une réponse. Jamais de la vie. Je peux pas résumer. Je peux pas résumer. Si tu veux, à plein de niveaux.
je vous ai dit l'extraction, je vous ai dit d'où j'étais tout à l'heure, d'où je venais. J'ai encore de la glaise là, du Finistère. Tu vois, il y a un peu de sable là de Concarneau, de Brest sous la semelle de mes chaussures, tu vois. Donc de mes potocouettes, comme on dirait en Bretagne, et sabots en breton. Tu vois, d'où je viens et jusqu'où j'arrive à bricoler. Tu vois, c'est tout à fait improbable. C'est tout à fait improbable. Mais bon, le passage au cinéma, là, vous voilà tous les deux réalisateurs, quand même d'un long métrage cinéma, avec un budget, et producteur aussi, coproducteur, avec un budget confortable de 10 millions d'euros. Ah oui, 10 millions d'euros. Ah ouais. Là, c'est pas le budget du pilote. Et 1 700 000 spectateurs. Ah ouais. Près de, et à partir de 2 millions, là, on prenait grave. On a fait 1 995 000. Oh, c'est dommage. Voilà. Et donc Caméra Café 20 ans déjà. Ouais. Oui, Caméra Café 20 ans déjà. Le plaisir de retrouver les copains. Et le plaisir de faire plaisir, parce que c'est vrai que c'est resté quelque chose de très présent, de très précieux pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, et que à chaque fois que je croise des gens, ils me disent oh là là, Caméra Café, franchement les barres de rire, oh là là, on va voir les barres de rire, et ça c'était le premier truc, et le deuxième truc c'était franchement quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que vous, parce que ça manque, etc. Et c'est vrai, on peut se le dire entre nous, c'est vrai que maintenant c'est mou l'humour à la télé, c'est extrêmement consensuel, et puis on peut plus le faire comme on faisait avant, parce que maintenant t'as les réseaux sociaux. T'imagines Jean-Claude Convenant à l'heure de Twitter, Insta, Facebook, on se serait fait démonter la gueule. Tu vois, on aurait dit mais vraiment, mais vous êtes raciste, vous êtes grossophobe, vous êtes machiste. Tu vois, et ils nous auraient tout mis sur, tu vois, parce que c'est impossible. Un personnage comme Jean-Claude, tu vois, le mec, il endort sa femme au Temesta le soir pour aller faire la Java. T'imagines Sandrine Rousseau, elle voit ça? Je l'aime beaucoup, Sandrine. Je l'aime beaucoup. Et donc, elle aurait demandé à venir comme invitée dans Caméra Café. On ferme la page. Ouais, allez, fermons l'histoire de Caméra Café. Un petit mot de théâtre quand même, Yvan. C'est vrai que j'ai été surpris de découvrir. Je pense que je sais pas si ce sont tes débuts, mais en tout cas, première pièce qui est notée sur ta fiche Wikipédia au théâtre. Tu as joué Marguerite Duras. C'est pas là où on t'attend forcément. Non. Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique avec Marie-Christine Barrault d'ailleurs. Bon, après tu as joué Tristan Bernard, Feydeau, Eric Assous aussi. Mais Duras, comment Marguerite était-elle arrivée? La femme sans cou. Tu te souviens pas de Marguerite? La femme sans cou. C'est une femme sans cou. Ah oui, c'est vrai. Il y a la tête et le corps. Je crois que c'était. Il n'y a pas entre les deux. Je pensais que c'était un truc là où tu peux mettre un col roulé, etc. Et la femme sans cou. Voilà. J'ai étudié à l'école Barrage contre le Pacifique, et je me souvenais de ce roman absolument fantastique de cette enseignante qui se retrouve au Vietnam ou dans les colonies françaises, et qui tous les soirs essaye de construire, de protéger elle a acheté des terrains pour des rizières en fait, et tous les soirs le Pacifique recouvre, l'eau salée vient lui ronger ses cultures, et c'est tu sais la grosse pierre là qu'on remonte, aidez-moi. Le mythe de Sisyphe, tous les soirs recommencer. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pareil, j'ai rencontré dans un festival, c'est toujours des histoires de rencontres. J'avais vraiment envie de jouer au théâtre, en fait. J'avais, si tu veux, j'ai commencé par la téloche, animateur, tu vois, etc. Et très vite, je me suis dit, j'ai peur que ça ne me suffise pas. Enfin, j'ai eu vraiment des appétits artistiques insoupçonnés, quoi. Je me voyais pas, tu vois, parce que je me suis dit, c'est tout tracé. Si tu fais animateur télé, tu vas te retrouver à 45 piges en boîte
avec le nez plein, 4 grammes dans chaque narine, deux gamines de 18 ans sur les cuisses, et ça sera fini, quoi. C'est comme ça que je me voyais. Tu vois, c'est-à-dire que tu atteins très vite un niveau, et j'avais envie de plus, en fait. J'avais envie d'apprendre plus, j'avais envie de jouer la comédie, en fait. Surtout depuis que j'avais rencontré Bruno. C'est-à-dire que ça devait être un rêve que j'avais au fond de moi, que je n'osais pas m'avouer, puisque je n'ai fait aucune école. Dans mon parcours, tu vois, j'avais pas fait d'école de comédien, tu vois. Pas de conservatoire. Pas de cours Florent. Après, je m'y suis mis. C'est-à-dire que quand j'en parlais avec, c'est Bruno qui, après l'avoir rencontré, on a inventé un espèce de truc qui s'appelait la comédie de présentation, où on mettait de la comédie dans la présentation. Et qui dit comédie dit bon bref. Et donc voilà, j'avais envie de faire du théâtre. Et un soir dans un festival, je rencontre un mec qui s'appelait Gabriel Garand, un metteur en scène. Il était rigolo parce que il parlait à sa télécommande. C'était à l'époque des premiers portables, et donc il avait confondu le portable avec sa télécommande. Et donc j'avais trouvé qu'il était charmant, etc. Et il me dit, vous avez une belle verticalité, jeune homme, voulez-vous faire du théâtre? Je dis, bien sûr. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur scène à jouer du Marguerite Duras. Écoute-moi bien, la pièce durait 2h20. J'arrivais au bout de 8 minutes. Après, je disparaissais 2 heures. 2 heures. C'est long, hein. Et je revenais 5 minutes avant la fin de la pièce de théâtre et je disais, je ne sais pas si je reviendrai. Et tu vois, j'ai commencé comme ça. Voilà. Le théâtre. Marguerite Duras. Ouais. Voilà. Marguerite Duras, elle a sorti une phrase qui me sert de viatique. Elle est un peu triste, cette phrase, mais elle dit, on est tous à vendre. Pensez-y. C'est-à-dire qu'à un moment, dans notre vie, on est tous à vendre. Alors après, c'est à quel prix? Voilà. La deuxième question. Je t'en prie, continue. Je voulais pas un peu plomber le truc. Voilà. Je te cite Yvan, donc j'ouvre les guillemets. Tous les matins, je lis les journaux et ça me donne envie de péter un abribus. Pourquoi un abribus? Parce que c'est une formule, en fait, c'est quelque chose qui... Parce que dans les manifestations, il y a souvent des abribus qui sont pétés. Et alors, avec le recul, je mesure à quel point cette phrase est un peu idiote. Parce que quand on pète un abribus, on casse un bien commun. Et le bien commun, c'est ce qu'on a de plus cher, finalement. Donc, c'est un peu idiot. C'est un peu idiot. C'est un peu comme enfin, elle est pas là la vraie voix, mais c'est une façon de montrer à quel point personnellement je ne peux plus supporter ces gens qui nous gouvernent, je ne peux plus les voir. Alors, voilà. je te laisse continuer, mais simplement l'abribus, parce que je me suis demandé si c'était en lien avec ce jour où tu as vu une photo de Yannick Noah en slip sur un abribus. Est-ce lié? C'est peut-être lié. Je me suis posé la question. Non, c'est pas lié, mais comment dirais-je, ça n'a rien à voir. Mais je voulais exprimer, voilà, j'ai la chance de temps en temps d'être invité dans des émissions de radio ou de télévision, et il me semble indispensable de me faire le porte-parole, d'abord d'être mon propre porte-parole, et j'ai l'impression d'être aussi le porte-parole de quelques-uns et quelques-unes d'entre nous quand je dis que ces gens qui nous gouvernent, donc Macron et sa clique, et j'emploie à dessein le mot de clique, à quel point ces gens-là sont absolument déconnectés de la vie de tous les jours que nous menons, vous et moi. J'ai un peu l'impression, si tu veux, que ce sont des gosses de riches à qui on a confié les clés de la Ferrari et on leur a dit, vous n'avez pas le permis, mais c'est pas grave. On vous les file, régalez-vous. Et ça fait 5 ans qu'ils tournent, tu vois. Ça fait 5 ans qu'ils font des embardées. Ça fait 5 ans qu'ils sont à 300 à l'heure sur le périphérique et qu'il y a des hommes, des femmes qui de temps en temps sont là au bord et qui font des signes. On disait, ouh, on est là, on existe. Voilà. Ouais.
Alors effectivement, Yvan, tu es invité régulièrement pour commenter et l'actualité politique notamment. Et encore, sachez bien que je ne réponds pas à la moitié ni même des invitations, parce que sinon je pourrais devenir un protestataire professionnel et passer ma vie sur... C'est pas mon boulot. C'est pas mon boulot. Je suis pas journaliste, je suis pas éditorialiste. Moi, je suis juste un citoyen qui, de temps en temps, a l'occasion de la ramener et de poser certaines choses, parce que c'est un exercice qui, croyez-moi, est extrêmement difficile, parce que là, je sais que si vous êtes venu me voir, c'est que vous avez de la tendresse, de l'affection, un petit intérêt pour moi, donc on est entre amis. Donc là, tu vois, je peux m'ouvrir, comment dirais-je, je peux ouvrir mon cœur, etc. J'ai aucune angoisse. Je sais qu'il y a des bonnes vibrations là. Ce qui nous habite là, c'est comment dirais-je, c'est de la bienveillance. Quand tu te retrouves sur un plateau à BFM et qu'en face de toi, tu as des éditorialistes qui ne vivent que de sucer Macron, en fait. Ils ne vivent que de ça. Tu vois? Et que toi, t'arrives et tu sais très bien que tu vas. Tu vois, c'est... Bonjour bonsoir Yvan Le Bolloc. Oui, bonsoir. Vous condamnez les violences? Tu vois, t'as pas eu le temps de dire bonjour, ça va. Tu vois, vous condamnez les violences. Donc c'est un exercice extrêmement difficile, c'est-à-dire que il faut que toi tu imposes ton propre tempo et que tu décides oui ou non de répondre aux questions. Là, tu vois, là je suis le bon élève parce que je sens que tu es un garçon sympathique, Thierry, qui me veut du bien. Donc, je réponds à tes questions. Mais quand tu vas sur un plateau comme ça, il faut pas essayer de répondre à leurs questions. Il faut que toi, tu saches ce que tu vas dire et comment tu vas y arriver. Et autour, rien à foutre. Toi, tu traces ta route. Et c'est pour ça que c'est un exercice difficile, parce que eux, ils sont là sans arrêt pour te faire trébucher, sans arrêt pour te dire, ouais, quand même, les gilets jaunes, quand même, ils étaient pas un peu antisémites à un moment. Tu vois, qu'est-ce que tu veux répondre à un truc comme ça, tu vois? Pourquoi? Oui, d'où les gilets jaunes seraient antisémites? Parce qu'à un moment, il y a un philosophe qui s'appelle Glucksmann ou qui a voulu tester sa popularité en se disant, tiens, je vais aller voir à quoi ça ressemble une manifestation de gilets jaunes. Ah bah oui, il a pris son pégament, comme on dit en Bretagne, tout de suite, ils l'ont aligné, le mec, tu vois. Voilà. Donc, c'est un exercice difficile et qui... Et puis voilà, je veux pas être un protestateur. C'est pas mon métier. Voilà, je l'ai fait une fois, je l'ai fait du mieux possible, sans m'énerver, parce qu'il y a ça aussi. Parce que derrière, t'as toute la, tu portes en toi, eh bien, les frustrations de la classe ouvrière, les humiliations de la classe ouvrière, la pénibilité de la classe ouvrière, de ceux et de celles qui se lèvent tôt. Mais vraiment tôt le matin, qui ont des amplitudes horaires qui sont larges comme des autoroutes. Tu vois, des gens qui se lèvent à 4 heures, 5 heures du matin, qui habitent, qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple, les infirmières, tu vois, ou les brancardiers, ou les ambulanciers, tu vois, qui doivent prendre le RER à 5 heures du matin, à 80 km de Paris, tu vois, bosser jusqu'à midi. Les femmes de ménage, tu vois, elles font le ménage avant que le personnel arrive, c'est-à-dire entre 6 heures et 8 heures du matin. Et après, quand les gens arrivent, ben elles font quoi? Elles vont pas retourner chez elles. Parce que elles vont réembaucher à 6 heures. Donc, amplitude horaire maximale. Donc, quand toi, tu arrives sur un plateau et que tu as cette, comment dirais-je, et que tu portes la classe ouvrière dans ton petit sac à dos, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas t'énerver. Tu peux pas insulter. Et Dieu sait si des fois, t'as envie, hein. Punaise. Ce qu'ils nous font subir quand même. Mais bon. Allez, on va arriver. Mais bon, j'en profite juste pour vous dire. Et ça, c'est quand même fantastique. Ici, en direct du Luxembourg, pensez à alimenter les caisses de grève. En direct de Luxembourg, je n'ai aucune crainte de vous le dire. Vous me mettez 5 euros, 10 euros, voilà. Mais vous filez un coup de main à ceux qui sont en grève, qui sont sur les piquets de grève, qui depuis des fois 21 jours de grève, 25 jours. J'ai un copain à moi, ça fait
1 mois et demi de grève. Quand tu as un crédit, quand tu dois nourrir tes enfants, etc., et qui va te manquer 1 mois et demi de salaire, crois-moi, et ben ces gens-là, c'est pour nous, hein. C'est pour nous qui se battent. C'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour ta sœur, c'est pour ton petit-fils, etc. C'est pour nous, hein. Voilà. On va arriver, Yvan, à la musique. Ouais. On va en parler. Et je propose de regarder cette photo. Ah, le grand Manitas de Plata. Manitas de Plata. Un jour, Manitas de Plata, son manager, c'était Lucien Clergue, un très grand photographe arlésien. Lucien vient voir Manitas et lui dit: Manitas, écoute, toi qui joues tous les ans au Sainte-Marie de la Mer, toi que les Américains attendent à l'autre bout de la planète, ça serait bien que tu penses quand même à t'acheter. Tu vois, t'as attrapé un peu d'âge, il devait avoir 50, 55 piges, t'as attrapé un peu d'âge, etc. Ça serait bien que tu penses à t'acheter un bout de terre. Et là, Manitas, il regarde Lucien Clergue et lui dit: la terre, c'est pour les morts. Beau, non? Splendide. Ouais. Splendide. Et autre chose sur Manitas de Plata. Donc, Manitas de Plata est donc un gitan de Camargue qui a marché, qui a dû être inspiré, je pense, par un musicien qui s'appelle Perret, qui est l'inventeur del bandilador, de la technica del bandilador, de la main droite, ce qu'on appelle le compas gitan, qui fait tacatou, 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 tacatou. Bon. Et Manitas de Plata, donc, c'est un, comment dirais-je, quelqu'un qui, tu sais, quand on apprend, aide-moi, tu sais, on apprend tout seul. Autodidacte, voilà. Qui ne sait ni lire, ni écrire, alors encore moins les portées musicales, tu vois. Et il s'est tout seul, avec ce style absolument inimitable, incroyable, qui a ensuite initié, il a fait sa carrière, une partie de sa carrière avec ses frangins, les Baliardo, parce que c'est la famille des Manitas de Plata. Il s'appelait pas, c'est son surnom. Ça veut dire main d'argent, petite main d'argent. Petite main d'argent. C'est un Baliardo de Montpellier. Et il jouait avec José Reyes, le chanteur, le cantaor José Reyes, qui est le papa des Gypsy Kings. Sachez que les Gypsy Kings, c'est la réunion de 2 grandes familles. D'un côté, les Baliardo de Montpellier, et de l'autre côté, los Reyes, qui viennent de Arles. Et tous les ans, à l'occasion des Sainte-Marie de la Mer, au Café Les Vagues, Manitas venait jouer avec José. Et les Américains venaient donc de New York, et ils mettaient une bouteille de Sky de whisky sur la table, de JB. Ils laissaient traîner un magnéto et ils enregistraient tout pendant des heures. Et ensuite, les mecs, ils repartaient aux États-Unis. Et ils écoutaient ça aux États-Unis et aux Amériques, des guitaristes disaient mais qu'est-ce que c'est que cet extrait? Qui joue comme ça? Et donc, après, l'enjeu pour eux, pour les Américains, c'était de faire venir Manitas de Plata à New York, au Carnegie Hall, tu vois. Et quand on a dit à Manitas de Plata, Manitas, est-ce que tu veux aller jouer au Carnegie Hall? Il a dit non, je ne peux pas prendre l'avion, c'est pas possible. Parce qu'un gitan, soit il conduit l'avion, soit il conduit le TGV. Mais sinon, il peut pas se résoudre à l'idée de se faire trimballer, de se faire conduire. Parce que bon, c'est un petit côté un peu macho, donc c'est lui qui doit driver. Et donc, les Américains, ils sont venus l'année d'après, et là, ils ont montré le chèque à Lucien Clergue, donc son manager. C'est là que Lucien a été voir Manitas, et la première fois, il dit, Lucien, Manitas, ce serait bien que tu t'achètes un bout de terre. Non, 2 ans après, les ricains, ils viennent, et là, attention, le chèque, waouh! Et donc là, Lucien, il montre le chèque à Manitas, et là, Manitas, il a dit, ok, je peux bien prendre le bateau. Et donc, il est parti en bateau, il n'a pas dit à sa mère, je te jure, c'est vrai, il n'a pas dit à sa mère, il est parti avec José Reyes, et sur le bateau, il rencontre un autre avionophobe, en la personne de Salvatore Dali. Monsieur Dali. Et qui lui aussi a une panique bleue de l'avion.
Et donc, il descend au bar le premier soir de la croisière. C'est trois semaines, un mois, hein, pour partir jusqu'à New York. Il descend au rad, et là, il tombe sur Manitas de Plata et José Reyes. Et là, ils ont fait une chouille, mon pote. Tous les soirs, c'était la bamboula. Et vas-y, pompon. À tel point que, un an plus tard, tu arrêtes avec cette porte. Je te le dis très gentiment, mais tu arrêtes avec cette porte. Et ensuite, il les a conviés à l'exposition universelle à Séville. Ah, oui. Et vous pouvez avoir les images sur l'INA, où vous voyez à l'Institut national de l'audiovisuel. Début des années 90. Voilà, où on voit des femmes qui arrivent avec des talons aiguilles, des manteaux en fourrure, des petits tigres en laisse. À l'époque, c'est ouf quand même. Les gens, ils allaient au spectacle avec des petits tigres en laisse. Et tu vois Salvador Dali qui arrive et qui peint un cheval. Et t'as les autres derrière, José Reyes et Manitas qui l'accompagnent en musique. Pardon. Voilà. Belle histoire, hein. Ouais, pas mal. Et toi, es-tu autodidacte d'ailleurs? Absolument. Oui. Quoique, bon, non, mais en fait, je vais casser un petit peu le mythe, mais en fait, les gitans savent très bien jouer de la guitare flamenca. C'est dans leur gène, hein. Eux, ils ont grandi avec le compas, ils ont grandi avec les palmas, voilà, et tout ça, ils le sentent. Tu vois, c'est comme nous avec le biniou ou la pâte à crêpes, c'est pareil. Mais par contre, d'un point de vue pédagogique, ils sont armoires complets, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'impossibilité de t'expliquer ils transmettre. Ils peuvent pas, ils savent pas. Et parce que tu vois, c'est devenu, c'est comme voilà, c'est en eux quoi. Mais par contre après pour l'expliquer et donc là j'ai fait appel à un paillot, pardon pour le micro, un paillot, enfin quelqu'un qui vit pas en caravane, mais qui avait travaillé avec la famille de Manitas, avec le grand Hippolyte Baliardo d'ailleurs, le frère de Manitas, qui s'appelle Jean-Philippe Brutman et qui m'a expliqué. Bah, écoute, là tu le fais sur la chemise, mais finalement tu peux peut-être le faire sur la guitare. Oui, parce que voilà, la guitare est là pour nous expliquer le fameux compas. Tiens-moi le micro. Ouais. Voilà. Donc déjà, tu vois, on a un fauteuil qui est anti-compas, tu vois, parce que tu vois, ça c'est no good. Alors, mais je peux pas m'asseoir autrement, sinon ça micro guitare. Voilà. Vas-y, tiens-moi le micro comme ça. Voilà. Ce qui est très pratique, en fait, c'est que les gitans, ils peuvent quasiment jouer de la guitare, même s'il n'y a pas de corde à la guitare. Je te jure, c'est vrai. Parce que, regarde, là, tu vois, sans servir des cordes, tu vois. Montre-moi un peu le... Il n'y a pas de corde là-dedans, voilà. Donc comme ça, tu peux faire des économies de cordes. Et donc le compas gitan, en fait, c'est Jean-Philippe qui me l'a appris. Comment ça, c'est tout? Non, j'ai senti une légère frustration du côté du public. Attends. Là, dans cette salle, il y a un incroyable guitariste qui s'appelle Kader Fahem. Mais est-ce que Kader est allé chercher sa guitare? Oui, Kader est allé chercher sa guitare. Donc tout à l'heure, on fera un petit, ce sera le dessert. Un petit truc. Mais là, je vais pas commencer à développer maintenant, si tu veux, parce que là, sinon, on va pas faire. Et donc, parce qu'on aurait déjà dû terminer cette rencontre il y a depuis une demi-heure. Une demi-heure. Ok. Et après, chaud, Yvan est payé quand même après très cher chaque minute supplémentaire de la rencontre. Donc, là, je peux dire qu'il va falloir qu'ils vendent au moins le parking. Hein. C'est ça. Donc la rumba flamenca. Ok, c'est fini, merci. C'était. Ouais. et Yvan, alors parce que finalement tu es allé vers cette rumba flamenca davantage que vers la musique bretonne, enfin plus vers Manitas que vers Alan Steven. Oui, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que en fait, quand il fallait interviewer les gens et que Jean-Luc était pas là, bah moi on m'a dit d'interviewer les Gypsy Kings. J'ai interviewé les Gypsy Kings et
comme les Gypsy Kings en interview, c'est des armoires. Enfin, ça se comprend. Hein. Oui, là, tu poses des questions, il dit oui, ça dépend. Toi, t'es là. Question suivante. Voilà, question suivante. Et vous aimez jouer au loto? Oui, ça dépend. Et là, il est à son max. Là, Nicolas Reyes, il est à son max. Quand il dit oui, ça dépend, tu dis bon, bah putain. Donc je dis ouais, vous êtes venu avec vos guitares, faites-moi une petite démonstration, un petit live. Là, on est dans les années 90, début des années 90. C'est l'époque de Bamboléo. Et donc là, ils me font un truc. Tu vois, j'ai les meilleurs chanteurs du monde à 50 cm, les meilleurs guitaristes du monde à 70 cm. T'as Nicolas Reyes, Canut Reyes, tu dois avoir un Baliardo qui traîne. Et là, ils me le font comme ils savent si bien le faire, comme si ni eux, ni moi, nous ne devions plus jamais nous croiser par la suite. Et comme si ce petit moment était un cadeau qu'ils me faisaient juste pour moi. Tu vois. Et c'est un peu ce qu'on vit ce soir aussi. Ouais, c'est vrai. Faut pas abuser, quoi. Ouais. Faut pas abuser. Et là, moi, je suis envahi de frissons. J'ai un petit côté un peu, comment dirais-je, on est très sentimental, les Bretons. Surtout quand il pleut, qu'il y a la tempête, etc. Après le 3e Temesta, tu te dis, waouh, même si en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà. Et la pluie ne tombe que sur les cons. Et donc ça m'a absolument bouleversé. C'est vraiment une rencontre majeure. Et je me suis dit, un jour, oh Wallah l'adim, un jour, j'y arriverai. Un jour, j'aurai comme eux. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais un jour, j'y arriverai parce que j'étais déjà un peu guitariste, mais mauvais guitariste, piètre guitariste. On m'appelait plus vite et moins fort. Plus vite et moins fort. Donc, non seulement le mec joue trop fort, et en plus, il est pas dans le tempo. Tu vois. Donc, je partais vraiment du fond du couloir. Hein. Mais le breton est obstiné. Et puis après, quand t'as vraiment envie d'un truc, parce que tu sais que cette musique-là, moi, ça m'ouvre un champ des possibles absolument. C'est infini. C'est infini. Ça m'a donné. Bon, déjà, tu vois, être une rockstar à un moment, c'est-à-dire tu montes sur scène, là t'as 20 000 personnes qui sont là, toi tu fais drolin, et les gens ils sont là en transe, tu te dis mais rockstar c'est trop bien quoi, c'est génial, c'est une émotion absolument, c'est ouf. Bon, d'abord faut travailler, hein. Donc là tu vois 10 piges, 10 ans au placard. Tous les jours, hein. Et vas-y pompon, hein. Tu te laisses pousser les ongles et bambolé, tout ça pendant 10 ans. Mais après, je suppose qu'un jour quand même être sur la grande scène. Tiens, voilà. Ça c'est Lorient, c'est le festival interceltique. Mais même un jour être sur la grande scène de la fête de l'Humain. Non mais tais-toi parce que là on va jouer. Allez. Et tu te diras après. Alors est-ce que ce soir ici à Lorient on n'aurait pas des fois le meilleur public de Bretagne ? Forcément. Oui, là aussi, tu parlais de tout ce que tu as vécu, d'improbable, d'impensable quand tu étais gamin. Et toi, donc, grandi avec papa communiste, parents communistes, être sur la scène de la grande scène de la fête de l'Humain.
Je suppose que ça aussi, représente quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. Et avant même de monter sur la scène, à la grande scène de la fête de l'Humain, l'année d'avant, tu viens à la fête de l'Humain, tu joues pour pour la Fédé du 93, et c'est déjà une super ambiance. Mais là, tu vois, t'as un peu de frites au bout des doigts, etc. Parce que on joue dans un cadre familial presque, tu vois, comme dans les centaines de stands qu'il y a à la fête de l'Humain. Mais l'année d'après, quand tu montes sur la grande scène, et là tu fais waouh, tu vois tous ces gens là, tu te dis putain, c'est trop bien Rockstar. Et il y a l'idée. C'est trop bien. Alors là, c'est probablement spécifique. Ça, c'est toi, ça, Yvan, de faire se rencontrer la musique gitane et la musique bretonne. Oui. Alors voilà, là j'ai un truc tout fait, une réplique que je sors à chaque fois. Je dis concernant la musique, c'est un peu comme les mobylettes et les tondeuses à gazon, ça marche avec du mélange. Tu vois, et donc mélanger effectivement les influences gitanes, la musique arabo-andalouse avec le bagat de Concarneau, c'est très audacieux, mais ça marche terrible. Il faut travailler dans une certaine gamme, parce qu'avec le biniou, on n'a pas la souplesse de la guitare, mais une fois qu'on s'est approprié cette gamme-là, eh bien, on arrive à mélanger la tequila et le beurre salé. Voilà. Ouais. Je voulais te poser quelques questions. Ouais, mais là, c'est bon, là. Et toi, on arrive au bout, on arrive au bout. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? On a commencé à 9h. On a une heure et demie. Allez, on a une dernière photo. Vas-y. Tu vas nous dire à quoi elle te fait penser ou à qui? Ah oui, alors ça c'est un âne. C'est un âne, c'est l'âne du studio Ma Ferme, qui est un studio qui est situé à Villeneuve-les-Béziers, où nous avons enregistré Esperanza, le dernier album. C'est un album que nous avons enregistré on va dire 1 an avant la crise Covid, et on avait tout prévu, tu vois, on enregistre, on mixe, on sort l'album, il est là, il est prêt, tu vois, et au moment où on va le sortir, crise Covid. Vaccin, masque, on va emmerder les non-vaccinés. Est-ce que je me fais une petite autorisation pour aller chercher du bois chez le roi Merlin? Vers quelle heure j'y vais? Vers 15h, 15h15, c'est peut-être plus raisonnable. Qu'est-ce qui me convient? Il faut quand même se souvenir de ça. On l'a fait, hein. Et on peut faire quand même, des fois, on est un peu con, hein. Bon alors, est-ce que je m'autoriserais cet après-midi un truc de dingue cet après-midi? J'y vais cet après-midi vers 15h. Allez, je l'écris. Bonjour, je suis Monsieur Le Bolloc. Je vais prendre ma petite auto pour aller faire mes courses. Punaise. Et bref, quand on a vu donc l'empereur, bon alors faut aussi se souvenir de les non essentiels. Au début, nous les baladins là, les troubadours. Tu sors, t'es non essentiel. Mais tu fais quand même, tu prends ça dans la gueule, ça, tu vois. Ils fermaient les librairies. Et c'est des dingues quand même, hein. Sans déconner, et puis alors après, virer les personnels soignants qui refusaient de se faire vacciner. Des gens qui sont restés au chômage pendant 2 ans, pas une thune, rien. Voilà, maintenant ils sont réintégrés. Ouais. On va arriver au terme de cet échange, oui, quand même. Mais et donc, c'est à ce moment-là qu'on a enregistré Esperanza. Donc, nous, on veut le sortir. Bon, boum, crise Covid. Donc, du coup, on est vite rentré dans la caravane avec notre album sous le bras. Et donc, on a attendu que ça se tasse un peu pour le sortir. Et donc, là, il est tout frais. Là, il sort. Et maintenant, tu vas partir sur la route avec, absolument, avec le groupe. Vous êtes 6 en tournée. Mais laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît. Et juste pour vous dire. Non, je t'en prie, Yvan, je t'en prie. Juste pour vous dire que celles et ceux, ensemble, on peut faire du commerce équitable, hein, parce que moi, j'en ai amené des disques là. Donc, contre €, plus la signature du leader, eh ben, vous pourrez partir avec les 12 mélodies du groupe Ma Guitare s'appelle Revient. L'album s'appelle Esperanza. Franchement, il déchire. Franchement, il déchire. Il y a des trucs absolument splendides, des chansons qui sont fantastiques. Oui, mademoiselle? Pardon? Chiant? Non.
Pourquoi tu dis? Non, parce que tu as dit l'album il est énorme. géant. Ah ouais. Oui. Non mais c'est le parler brestois. Non mais t'imagines le mec dit ouais j'ai fait un album, il est très très chiant. Il est chiant. Je pense qu'on va passer vous pourrez échanger avec Yvan au moment de... Ah oui, c'est maintenant le côté un peu interactif, mais on a été tellement bavard. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut peut-être... à moins que quelqu'un ait vraiment un truc qui se dit, il faut que je pose ma question. Ouais. Et sinon, on peut accueillir Kader.